Mesdames et Messieurs les professionnels des ressources humaines et chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les représentants du monde universitaire et académique, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille au nom du Fonds malgache de formation professionnelle pour cette conférence consacrée à un sujet qui nous touche directement, l'avenir de notre pays, l'alternance comme levier stratégique de recrutement des talents. Permettez-moi, avant toute chose, de revenir brièvement sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Le FMFP, Fonds malgache de formation professionnelle, est une association reconnue d'utilité publique. Notre raison d'être est le financement de la formation professionnelle. Nous ne faisons pas de formation, nous les finançons. C'est utile de le préciser, car il y a parfois des ambiguïtés sur ce sujet. En effet, les cotisations que votre entreprise ou vos entreprises versent chaque année ne sont pas une charge sans retour. Ce sont des droits de tirage que le FMFP transforme en formation ou en compétences et en emploi durable pour la jeunesse malgache. La cotisation donne également l'accès à un financement additionnel grâce à l'appui de l'Agence française de développement. Aujourd'hui, Madagascar fait face à un défi démographique et économique majeur. 42% des jeunes de 38 à 35 ans sont sans emploi et près de 100 000 nouveaux jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. Ce chiffre, nous les connaissons tous, mais ce chiffre, au FMFP, nous refusons de le regarder comme une fatalité. C'est pourquoi l'insertion professionnelle des jeunes est au cœur de notre mandat. Ce n'est pas un objectif secondaire, c'est la raison d'être du FMFP même. Pour chaque année, pour chaque projet que nous finançons, que chaque partenariat que nous construisons avec les entreprises et avec les centres de formation, nous mettons un point d'orgue à les orienter vers la jeunesse malgache, afin de les rapprocher d'un emploi durable et d'une compétence reconnue. C'est dans cet esprit que nous avons lancé l'appel à projet AP24, dédié à la formation par alternance sous statut études, cofinancé par l'AFD. Notre ambition est claire, financer des projets interentreprises, projets d'alternance interentreprises, partout sur les territoires, dont la moitié seront des jeunes femmes, dans 12 secteurs d'activité essentiels à notre économie. Pourquoi l'alternance précisément? Parce qu'elle répond déjà à un problème que vous, chefs d'entreprise et responsables RH, nous exprimez depuis des années. L'écart entre la formation reçue par les jeunes et les compétences réellement attendues par vos métiers. L'alternance rejoue entre autres cet écart d'une manière simple et efficace. Le jeune apprend directement chez vous sur vos méthodes, vos outils, votre culture d'entreprise, tout en poursuivant un parcours certifiant reconnu par l'État. À l'issue du parcours, vous n'avez pas seulement formé un jeune, vous avez formé votre futur collaborateur, celui qui connaît déjà votre entreprise, mieux qu'un nouveau recruté ne la reconnaîtra jamais après 6 mois. Et pour que cet investissement ne pèse pas sur vos finances, le FMFP a conçu des mécanismes de financement direct avec vos droits de tirage ou avec effet levier exceptionnel d'ailleurs, à travers les appels à projets. Ainsi, chaque droit de tirage mobilisé peut être multiplié par 7 fois pour une grande entreprise,
jusqu'à 30 fois pour une PME et jusqu'à 100 fois même pour une petite entreprise. Autrement dit, plus votre structure est petite, plus votre capacité à former se démultiplie grâce au FMFP. Mesdames et messieurs, l'alternance n'est pas un dispositif de plus, c'est un investissement stratégique pour vos entreprises, pour votre compétitivité et pour l'avenir de notre pays. Le dossier de candidature à l'appel à projet AP24 qui est ouvert jusqu'au 21 août 2026. Je vous invite, dès la sortie de cette salle, à contacter notre département formation et insertion qui se tient prêt à vous accompagner à chaque étape de votre projet. Je tiens à remercier chaleureusement l'Agence française de développement pour la confiance renouvelée, ce qui nous permet d'impacter plus de jeunes. Former un jeune, c'est construire l'entreprise de demain. Je vous souhaite à toutes et à tous une conférence riche en essences. Je vous remercie de votre attention. Merci Brunner pour ton allocution. Alors, nous allons maintenant passer à la conférence proprement dite, où nous allons aborder successivement les thèmes « Pourquoi les entreprises peinent aujourd'hui à trouver les bonnes compétences ?» Quels sont les avantages concrets de l'alternance? Comment construire un parcours efficace? Ce que nous disent les entreprises qui l'ont déjà expérimenté? Et enfin, comment le FMFP peut financer votre projet d'alternance? Je vous propose de garder vos questions pour le temps d'échange prévu à la fin de la session, mais n'hésitez pas à les noter au fil des interventions. Alors, pourquoi ce sujet et pourquoi maintenant? Comme Brunner l'a dit, aujourd'hui, le taux de chômage des jeunes de 18 à 35 ans est estimé à 42%, ce qui est un chiffre énorme. 100 000 nouveaux entrants sur le marché du travail. Et en même temps, beaucoup d'entre vous, en tant que professionnels RH, nous disent que les candidats ne manquent pas, mais les compétences recherchées, vous ne les trouvez pas. Alors, l'alternance constitue l'une des réponses concrètes à cet écart. Vous avez été aussi nombreux au moment où on a lancé le dispositif, le financement de l'alternance, à nous demander en quoi ça consiste exactement. Vous nous avez dit, nous ne savons pas, peut-être que nous faisons de l'alternance, chez nous ça s'appelle des apprentis, chez nous ça s'appelle des stagiaires 2.0 ou que sais-je. Eh bien, on va démystifier tout ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons convié nos intervenants pour échanger et partager leurs points de vue, leurs expériences, afin que, à la sortie de cette conférence, vous puissiez avoir une idée plus précise de ce qu'est l'alternance et qu'est-ce que cela apportera concrètement pour vos entreprises. Nous avons donc la chance d'accueillir 6 intervenants sur le sujet, que je vais appeler. Donc, Monsieur Michael Ratouvoussan, directeur des ressources humaines du groupe Action et président de l'Association malgache des DRH d'entreprise, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Madame Anita Ravawarmiadan, directrice des ressources humaines de la Société Europalu, sous vos applaudissements. Professeur Rizamala Ravalsan, enseignant-chercheur et conseiller en entrepreneuriat de l'IST d'Antananarive. Madame Mariska Razafmbel, responsable GPEC de la première agence de microfinance. Et Monsieur Fan Mesatsu Ramarmanan, doyen de la faculté d'économie, de gestion et de sociologie de l'Université d'Antananarive. Et enfin, et non des moindres, M. Brunner Noël, directeur
de la formation et de l'insertion du FMFP. Ok. Je me tourne vers vous, Monsieur Ratoufson. Pour commencer, c'est pas le plus facile de commencer, hein. Mais je vous rassure, ça va aller. Vous êtes DRH d'un grand groupe et président de la MDRHE. Donc, vous avez à la fois une vision interne et transversale du marché du recrutement à Madagascar. Ma question, c'est quel diagnostic faites-vous aujourd'hui par rapport aux difficultés de recrutement, justement, rencontrées par les entreprises? Merci, Inde. Bonjour à tous. Merci. Et tout d'abord, avant d'aborder le sujet, je tiens à remercier le FMFP de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de participer à une telle conférence qui est très enrichissante. Donc, merci au FMFP et puis merci également à tout le public. Pour répondre à la question, quel diagnostic je fais aujourd'hui sur les difficultés de recrutement? C'est une vaste question parce que, comme on l'a souligné tout à l'heure, les difficultés de recrutement, c'est un enjeu stratégique pour toutes les entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. C'est un vrai enjeu. Et à Madagascar, aujourd'hui, on vit un paradoxe. Pourquoi je parle de paradoxe? Parce que Madagascar a une population jeune. On a de nouveaux diplômés qui sortent tous les ans. Et comme souligné tout à l'heure, les entreprises ressentent quand même une difficulté pour recruter. Donc, quelle est la raison de ça? C'est que, on l'a dit tout à l'heure, un des éléments est que les étudiants, d'un côté, sortent avec des connaissances théoriques. D'un autre côté, les entreprises ont besoin de personnes immédiatement compétentes, puisque le temps, c'est de l'argent. Donc, les entreprises ont besoin d'avoir des gens qui sont opérationnels directement. Donc, il y a un pont donc, qui doit être fait entre cette sortie des étudiants avec des connaissances théoriques et, de l'autre côté, un besoin d'avoir des professionnels immédiatement opérationnels. Donc, le système d'alternance est un bon pont qui peut relier ces deux besoins. Parce que l'enjeu, c'est la construction de compétences. Donc, il y a ce premier point. Mais il ne faut pas oublier également que sur certains métiers, notamment les nouveaux métiers, big data, les métiers du digital, cybersécurité, etc., les métiers du numérique, bon, il faut reconnaître que ce sont des métiers assez rares ici et en Afrique. Ce n'est pas qu'à Madagascar. Donc, on a ces deux besoins. Maintenant, en termes de disponibilité de ressources, je pense qu'avec toutes les écoles que nous avons dans le pays, il y a beaucoup de sortants. Donc, au niveau des cadres de base, du middle management, on a assez de ressources. Ce n'est pas ce qui nous fait défaut. On a beaucoup d'étudiants qui peuvent faire l'affaire seulement. Ils sortent de l'université, ils sortent des écoles, il faut qu'on les forme. Il faut qu'on les développe pour qu'ils atteignent les compétences requises et atteignent leur plein potentiel. Donc, ça demandera du temps. Donc, ça, c'est une difficulté, mais pas insurmontable. On a parlé de femmes tout à l'heure. Ça représente un enjeu également. Pourquoi? Parce que nous, par exemple, au sein du groupe Action, on a un programme de féminisation parce qu'on n'a pas atteint encore la parité. On n'est pas à 50% d'hommes ni de 50% de femmes. Et quand on a analysé les causes, ce qu'on retrouve, c'est que dans les métiers techniques, ingénierie, IT, tout ça, en fait, il y a peu de femmes. Et il y a peu de femmes à la source même, parce que même quand on va à l'université, il y a moins de femmes étudiantes dans ces métiers-là que d'hommes. Donc il y a un équilibre aussi à trouver. Donc, et ça représente aussi un enjeu pour le recrutement.
Il y a aussi donc, le diagnostic qui peut être fait, on l'a dit aussi tout à l'heure, on l'a souligné, c'est que on a donc, c'est pas qu'on manque de ressources, c'est juste l'adéquation entre les personnes qui sont formées, entre les programmes à l'école et les besoins des entreprises qui diffèrent, car avec la nouvelle technologie, les métiers évoluent plus vite que les programmes, que les syllabus à l'école. Donc en fait, l'IA vient, par exemple, si je ne prends que le métier des développeurs, les développeurs informatiques, ils sont formés à coder au sein des universités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Vers quoi on se dirige? On a l'IA. On a maintenant l'IA qui peut faire du codage à la place de ces développeurs. Donc, demain, on aura plus besoin de personnes qui savent prompter que de personnes qui savent développer. Et ça, cette évolution des métiers, elle se fait très rapidement. Tous les 3 mois, on entend « Ah oui, Claude est passé à un niveau supérieur, ChatGPT est passé à un niveau supérieur. » Et côté syllabus, au niveau des écoles, on n'a pas le temps de suivre tout ça parce que ça évolue trop vite. Donc maintenant, il faut qu'on recherche un nouvel équilibre pour arriver à matcher ces deux besoins, mais et il faut qu'on s'adapte aussi par rapport à l'évolution technologique. Et un dernier point que j'ai oublié, c'est qu'il y a la partie hard skills, il y a la partie soft skills. Ce qui nous fait défaut pour nos étudiants aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas assez leader, et en particulier à Madagascar. On n'est pas dans les écoles, je pense qu'il y a plus de soft skills à rajouter parce que très souvent, on a un ingénieur qui sort d'université et qui n'arrive pas à exprimer ses idées, qui n'arrive pas à dire « moi, voici ma vision, je veux faire ça, et voici comment je vais conduire ce projet ». Ça, c'est du leadership. Et ça, on le ressent dans les entreprises, parce que les étudiants, les jeunes manquent d'initiative, et on n'avance pas assez vite. Donc c'est quelque chose dont on a besoin également pour avoir des professionnels qui soient prêts immédiatement après leur sortie d'université. D'accord. Et dans ce sens, alors, quel est l'intérêt pour vous, en tout cas, de l'alternance? L'alternance aujourd'hui, pour moi, il y a un double intérêt. Il y a un intérêt, ce que je disais tout à l'heure, donc faire le pont entre les connaissances théoriques et les connaissances requises en entreprise pour être opérationnel immédiatement. Donc, l'alternance propose quelque chose de formidable, c'est que pendant que les étudiants ils sont encore en cours d'acquisition des connaissances théoriques, ils peuvent pratiquer et faire en sorte que dans les entreprises, ils appliquent la théorie et voient aussi comment on applique ces théories. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment utile. Ce qui est différent de l'apprentissage, parce que nous, par exemple, on fait beaucoup d'apprentissage, c'est Action. Mais l'apprentissage, on prend les étudiants à la fin de leur cursus universitaire. Et ils passent 1 an après leur cursus universitaire pour aller se forger en tant que professionnel. Donc, ils font encore 1 an de préparation pour avoir un professionnel abouti après 12 mois. L'alternance, l'avantage, c'est que dès le M1, dès qu'ils sont en Master 1, donc ils viennent en entreprise, ils commencent à apprendre et ils voient l'application pratique de ce qu'ils apprennent à l'école. Nous aussi, côté entreprise, ça nous permet de découvrir le potentiel du collaborateur, de l'alternant pour l'instant, et au final de décider, après 12 mois, après la période d'apprentissage, si, OK, est-ce que la personne a le potentiel suffisant pour intégrer l'entreprise dans le cadre d'un CDI. Donc c'est quelque chose de gagnant-gagnant. L'étudiant apprend, nous on découvre, et ça peut constituer un vivier de recrutement pour nos entreprises. La deuxième chose que je voudrais souligner, l'avantage, c'est que en termes de marque employeur, aujourd'hui, qu'est-ce que font toutes les entreprises? On s'arrache les meilleurs, on cherche les meilleurs étudiants. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils sortent en M2? Ceux qui ont fait un stage dans l'entreprise A ou B ou C, tout le monde essaie de retenir les meilleurs talents qu'ils ont pu former. Donc c'est trop tard quand vous allez
entre guillemets, chassés après le M2. Donc, vaut mieux les intégrer en M1. Et là vous découvrez l'étudiant, il vous découvre. Et ça permet de faire du recrutement et de constituer un vivier de recrutement. Donc, ce sont les deux avantages principaux que je vois sur ce système d'alternance. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ratoussan, pour ce diagnostic. Cela pose parfaitement le décor pour notre deuxième séquence par rapport justement à celui de l'écart entre la formation et les besoins réels. Donc, professeur Amar Manan, vous dirigez la faculté d'économie, de gestion et de sociologie de l'université d'Antananarive. Vous observez donc ce sujet à la fois du côté des étudiants et du côté des entreprises partenaires. Du point de vue de l'université, quels sont selon vous les principaux avantages de l'alternance à la fois pour l'étudiant et pour l'entreprise? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Monsieur le Président tout à l'heure, donc par rapport à cette vision de l'alternance, et je partage tout à fait. Peut-être ce que j'ai ajouté, en fait, c'est par rapport au point de vue, on va dire, de l'université publique, qui souvent, on va dire, nous n'avons pas peur de le dire, nous traîne souvent d'image de peut-être pneus brûlés ou des lancers de pierres et tout ça. Bon, voilà. Et donc tout ça, on va dire, on essaie de changer ça, donc en se rapprochant davantage déjà à la fois du secteur privé ou d'autres secteurs, mais on va dire du monde opérationnel. Et quelque part, l'alternance, donc pour nous, c'est comme a dit Monsieur le Président tout à l'heure, est une voie royale, on va dire, pour favoriser l'insertion professionnelle, en fait. Moi, c'est ce que je dis souvent aux étudiants, parce que bon, nous, par exemple, au sein de la faculté UGS, nous sommes le premier établissement en termes de nombre d'étudiants à l'université Antananarive, parce qu'on tourne autour de 25 à 30% des inscrits. Alors, on ne peut pas faire, par exemple, une seule sortie de promotion. Il faut le faire par mention. Il y a 3 mentions: mention économie, mention gestion, mention sociologie. Il y a même une formation qui s'appelle travail social et développement. Donc ça aussi, et à chaque fois, ce sont des centaines d'étudiants diplômés. Et la question, voilà, ce qui m'interpelle toujours en voyant les étudiants, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire, et tout ça. Et surtout, ils ont le même parcours, même, comme a dit M. le Président. Donc, par exemple, master en gestion, parcours comptabilité, audit, contrôle. Mais qu'est-ce qui vous distingue qu'est-ce qui distingue les uns des autres, en fait? Et c'est ça, en fait, qui est important. Et pour nous, donc, l'alternance est vraiment une priorité. Et c'est pour ça que nous sommes... C'est pas que nous sommes, mais nous avons conclu, par exemple, donc une première convention d'alternance, donc avec la première agence microfinance, donc pour aller dans ce sens. D'accord. Est-ce que l'alternance change la façon, justement, dont les étudiants abordent leurs études à partir du moment où est-ce que vous avez noté des changements Oui, tout à fait, parce que justement, il y a ce va-et-vient, il y a cet aller-retour entre nous avons un format 4-2, c'est-à-dire 4 jours au sein de l'entreprise, et puis 2 jours à l'université. Alors, nous avons... au niveau des universités publiques, c'est assez nouveau et il y a encore des efforts à faire parce que là, pour le moment, donc, nous avons pu on va dire, mobiliser les étudiants inscrits dans une formation à distance. Donc, dans la formation à distance, en fait, le regroupement se passe le samedi. Et donc, ils ont tout le temps disponible, donc toute la semaine. Et donc, c'est pour ça que c'est bien adapté. Mais notre défi, après, c'est de pouvoir étendre ça sur les formations présentielles et donc adapter
adapter les modalités de formation. Là où nous sommes en plein processus d'habilitation, en fait, et donc avec les équipes de la faculté, nous sommes en train de travailler sur ça avec les citoyens et les autres responsables, mais l'alternance change la vision même la façon d'étudier les étudiants, on va dire, de progresser aussi, et surtout d'avoir des défis et déjà d'acquérir les fameux soft skills, en fait, parce que c'est ça qui manque ou qui pose problème parfois. Et même nous, lorsque nous avons pu conclure cet accord d'alternance, donc avec une dizaine d'étudiants déjà, on a même prévu des séances de préparation des étudiants pour que ça puisse passer après, parce que bon, on ne sait jamais, est-ce qu'ils sont déjà prêts mentalement et tout ça. Donc déjà un premier on va dire briefing des séances de préparation. D'accord. Alors, effectivement, je vais me tourner maintenant vers Madame Razafmbil. Vous êtes responsable GPEC à la première agence de microfinance. Vous portez avec l'Université d'Antananarive justement un programme d'alternance concret que nous aimerions justement vous entendre présenter. D'accord, merci. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, comme l'a dit Monsieur le doyen, actuellement, donc pour cette année, on a signé une convention de partenariat en alternance avec l'Université d'Antananarive, notamment le GS FOAD. Donc FOAD, c'est la formation à distance. Donc cette année, on a commencé ce partenariat, mais je tiens quand même à souligner au début que la première agence de microfinance, donc PAMF, elle a commencé au fait à accueillir des alternants depuis 2024. Donc, bien avant notre partenariat avec l'Université d'Antananarive. Donc, pour partager un peu comment ça se passe, comme il a dit tout à l'heure, donc, on présente vraiment le programme de l'alternance au niveau des étudiants. Donc, tout d'abord, il y a une convention de partenariat avec EGS FOAD. Et ensuite, on signe une convention de tripartite, on va dire, avec les étudiants, notamment les étudiants PAMF et puis l'université en question. Comment ça se passe aujourd'hui ? En fait, comme il a dit tout à l'heure aussi, c'est plus facile étant donné que les étudiants sont en formation à distance. Donc le regroupement, c'est tous les samedis. Donc on a pris au fait un format de 4 jours sur 6 en entreprise et 2 jours sur 6 pour les études. Donc voilà, 4 jours sur 6, les étudiants sont chez nous. Alors comment ça se passe ? Alors il faut préciser que chez nous, il y a vraiment eu une sélection, parce que plusieurs sont les étudiants au niveau de FOAD, mais on a quand même pris la peine au fait de sélectionner les étudiants qui sont vraiment intéressés par l'alternance. Donc il y avait vraiment des entretiens au tout début. Ensuite, après tout ça, on a signé les conventions. Et dans la convention, en fait, il y a tout ce qui est réglementation dans le cadre de l'alternance. Ensuite, voilà, les étudiants, ils sont chez nous 4 jours. Ils font la théorie les 2 jours. Ce qui est intéressant dans le programme, c'est que toute la théorie qu'ils étudient à l'école, la formation prend vie au fait dans la pratique. Donc directement, ils apprennent à l'école la théorie et directement, ils vont pratiquer ceci pendant leur période de pratique au niveau de PAMF. Donc ça se déroule un peu comme ça, l'alternance en général. Ok. Et moi, il y a une question qui me titille, en fait, c'est qui a pris l'initiative de se dire on va faire l'alternance, et puis pourquoi l'Université d'Antananarive, du coup, ou est-ce que vous avez d'autres partenariats aussi, à part l'Université d'Antananarive ?
Bien sûr, comme je l'ai dit, puisqu'on a commencé le programme d'alternance depuis 2024, donc bien sûr on travaille avec plusieurs universités, instituts privés à Madagascar actuellement, mais particulièrement avec l'université d'Antananarivo. Je tiens à souligner que nous avons d'autres partenariats. On a signé une convention de partenariat sur plusieurs volets avec l'université d'Antananarivo. Mais surtout aujourd'hui, donc l'initiative était au fait née d'un commun accord entre nous. On a souhaité vraiment mettre un point sur l'insertion professionnelle des étudiants à l'université d'Antananarivo qui peinent, on ne va pas se le cacher aujourd'hui, qui peinent vraiment à trouver des stages éventuellement, même l'employabilité de ces gens-là, de ces jeunes-là sont vraiment très basse actuellement. Donc voilà, il y a cette initiative au fait de vouloir aider dans l'insertion professionnelle des jeunes. Donc ensemble, au fait, nous avons identifié la filière qui est la formation à distance parce que ça convient le plus au programme d'alternance. Donc ensemble, nous avons identifié que ce sera mieux si c'est sur la formation à distance. Et on a essayé aussi de trouver, au fait, par rapport au développement de compétences, de bien déterminer les besoins de PAMF. Donc on a vraiment choisi la filière pour pouvoir répondre je dirais directement à la fin de l'alternance, au fait, aux besoins de PAMF en termes de compétences. Voilà. D'accord. Vous souhaitiez réagir, professeur ? Oui, merci. Peut-être pour continuer dans ce sens aussi, donc, dans ce programme d'alternance, à la fin, une priorité donnée, en quelque sorte, à l'entreprise qui accueille les alternants. Donc, il y a une proposition de contrat d'embauche. Et donc, s'il y a cette proposition-là, l'alternant, on va dire, ne peut pas refuser, mais voilà, il y a un engagement dans ce sens, quoi, voilà. Donc, il y a une option qui, voilà. Bon, comme on vient de terminer le mondial de foot, donc c'est comme avec les marchés de footballeurs des joueurs. Et donc il y a une option prise et en quelque sorte il faut racheter cette option-là au cas où vous ne voulez pas continuer. Voilà. Je peux rajouter éventuellement un petit... au fait, comme il a dit, à la clé, il y a un contrat d'embauche, donc un contrat de travail pour ceux qui sont intéressés à travailler au niveau de PAMF. Généralement, je dirais à 100%, ils sont intéressés de travailler chez nous. Et pendant l'alternance en question, il y a une gratification également qu'on donne aux étudiants pour pouvoir les aider au fait un peu à financer leurs études, ce dont ils ont besoin pour vraiment mener à terme leurs études au niveau de l'EGS. Voilà, merci. Merci. Alors, je vais me tourner maintenant vers professeur Avalsan. Vous êtes enseignant-chercheur et conseiller en entrepreneuriat à l'IST Antananarivo. Vous accompagnez donc très concrètement des étudiants et des entreprises dans la construction de parcours professionnalisants. Ma question est, quels sont, selon votre expérience de terrain, les ingrédients indispensables d'un parcours d'alternance efficace ? Ok, merci. Pour nous, l'IST d'Antananarivo, nous avons une petite histoire très ancrée dans l'alternance. Cette expérience est vécue avec le groupe Axian. IST Antananarivo a pensé que notre pays, à travers les entreprises, a besoin d'une reconstruction assez grandiose. Dans ce cas, ce qui importe surtout dans cette construction, c'est la notion de la construction, bien entendu, l'industrie, l'énergie et tout ce qui vient avec. L'IST d'Antananarivo a une formation particulière
en matière d'énergie. L'IST a bénéficié d'un projet de transition et d'audit énergétique en collaboration avec le partenaire pédagogique, l'Université de Bretagne Sud, d'une part, et un financement de l'ambassade de France, d'autre part, pour ériger un parcours en énergétique, en double diplôme, c'est-à-dire les étudiants qui apprennent dans ces filières obtiennent à la fin de leur cursus double diplôme, diplôme délivré par l'Université de Bretagne Sud et diplôme délivré d'ingénieur, délivré par l'IST d'Antananarivo. Et nous en sommes actuellement à la 2e et 3e édition du processus. Par rapport à ces expériences, actuellement, nous possédons 5 jeunes alternants au niveau du groupe Action. Et ces alternants-là effectuent leurs études à l'IST pour une période de 6 mois, d'une part, et d'autre part, ils travaillent, pas parallèlement, donc, mais en alternance, au groupe Action dans leurs spécialités respectives. Par rapport à la question, quels sont les ingrédients nécessaires? Eh bien, je vais vous le dire, ils sont au nombre de 3 ou 4 ou 5. Mais je vais vous dire ce qui importe le plus. Premièrement, un parcours d'alternance efficace repose sur une articulation étroite entre l'établissement, dans l'IST, et l'entreprise, dans le groupe Action, et enfin, l'alternant lui-même. L'avantage et l'ingrédient, c'est que la formation est construite à partir des besoins réels du monde professionnel, c'est-à-dire du groupe Action. Il identifie des problèmes auxquels il cherche une compétence, des talents pour apporter une résolution à ce problème afin qu'il puisse créer de la valeur. Et puis après, il tourne vers l'IST pour demander cette collaboration. En effet, après, nous co-construisons la maquette de formation, c'est-à-dire le programme d'information, de manière à ce qu'il n'y aurait plus de problème d'adéquation formation-emploi. Ce dont il demande l'entreprise, nous le répondons, et de cette manière-là, c'est une co-construction de compétences qui s'effectue. Ça, c'est un ingrédient nécessaire et important, capital même, dans un processus de formation en alternance. L'ingrédient nécessaire également, et important aussi, c'est le double accompagnement. Une fois que nos alternants se trouvent au sein de son entreprise d'accueil, eh bien, ils ont un tuteur. Le tuteur, c'est quelqu'un qui est professionnel, qui travaille pour le compte du groupe Action également, mais qui dispense de temps en temps des formations pratiques, des connaissances, des savoirs pratiques de mise en œuvre des savoirs théoriques de l'IST chez Action. Et inversement également, nous, notre spécialité, nous sommes un établissement de formation. Là-bas, quand ils sont chez nous, nos alternants, nos étudiants, ils y travaillent et ils y apprennent des solutions théoriques. Et comme vous savez, hein, il n'y a pas théorique, il n'y a pas pratique. La meilleure des théories, c'est la pratique. Et on parle également ce qui est de l'expérience, retour d'expérience des étudiants de l'entreprise vers l'IST. Si vous voulez, je résume un petit peu donc tous ces ingrédients-là. Premièrement, le premier ingrédient, c'est un bon référentiel de compétences. C'est une identification commune de l'entreprise et de l'IST. Qu'est-ce qu'ils en ont besoin? Et nous définissons ensemble la solution. C'est ce qu'on appelle référentiel. Deuxièmement, l'entreprise totalement impliquée dans le processus de la formation en alternance. D'ailleurs, hein, il paie, il indemnise l'alternant, donc ils ont intérêt vraiment à bien vouloir travailler, à encadrer et demander ce qui est nécessaire de ces alternants. Un tutorat de qualité. Ce qu'il faut savoir, hein, une alternance n'est pas un stage. Un stage, vous le connaissez, je n'en parle plus, mais une alternance, donc, il y a toujours... l'alternant ne s'est jamais seul.
il y a toujours de son côté, un tuteur et un enseignant, où qu'il se trouve, soit en entreprise, soit à l'IST. Et puis un suivi pédagogique régulier. Il faut que vous sachiez que la formation en alternance menée avec le groupe Axian certifie l'effectivité d'un semestre complet, c'est-à-dire d'une durée de 6 mois. Et enfin, une évaluation fondée sur les compétences effectivement acquises. Il y a des examens, il y a des évaluations régulières, périodiques et approfondies, soutenues d'une manière longitudinale. En effet, ce sont les ingrédients nécessaires et importants donc, dans la réalisation d'un processus de formation en alternance efficace. Vous avez effectivement parlé de co-construction et je vais justement faire rebondir M. Ratoufsan sur le sujet. Merci. Effectivement, on a une très bonne collaboration avec l'IST, comme l'a souligné le professeur, mais j'aimerais juste souligner un autre ingrédient qui doit être bien considéré également, c'est dans la structuration du temps. Parce que, en termes de focus, il faut que l'alternant ait suffisamment de focus en entreprise pour réaliser des projets. Un retour d'expérience que je vous fais, c'est qu'il y a 2-3 ans, on avait essayé l'alternance avec un institut. Et au bout d'un moment, ça s'est essoufflé. Pourquoi? Parce que le format n'était pas bon. Nous, c'était des formats 1 semaine au travail, 1 semaine à l'école, 1 semaine au travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les étudiants n'avaient pas le focus sur les projets qu'on leur donnait. Et au final, les managers ont commencé à dire « nous, on ne veut plus d'alternants ». C'était ça le résultat. Et pendant même 1 année, 2 années, on a eu du mal à redémarrer l'alternance parce que côté manager, lorsqu'on leur propose, on a des alternants qui peuvent venir vous aider. Donc la réponse était non, ça ne nous convient pas parce qu'on ne peut pas leur confier de vrais projets, puisqu'au milieu d'un projet, ils reviennent à l'école et nous, on se retrouve avec notre projet, alors que le temps, c'est de l'argent. Il ne faut pas oublier, dans le secteur privé, le temps, c'est de l'argent. Donc quand on perd du temps, là, ça ne convient pas à l'entreprise. Donc en fait, le format qu'on a en disant 3 mois ou 2 mois en entreprise, puis 2 mois à l'école, ça convient. Ou à la limite, si on veut faire quelque chose par semaine, au moins 4 jours dans la semaine, il faut que l'alternant soit présent au travail parce que sinon, il ne pourra pas conduire son projet. Et la conséquence qu'on n'avait pas vue à l'époque, c'était que le manager, il avait commencé à dire finalement, cette alternance ne m'apporte rien. Alors que même si côté RH, on pousse pour qu'il y ait des alternants, si les managers ne sont pas d'accord, les managers dans les métiers, ils ne sont pas d'accord, il n'y aura pas d'alternants. Donc c'était juste un point que je voulais souligner parce que c'est un point important dans la structuration de l'alternance. Enfin, si vous permettez, j'aimerais ajouter quelque chose là-dessus. Effectivement, c'est vrai, et je m'associe vraiment à ce que dit Michael tout à l'heure. J'aimerais mettre un accent particulier, important, pour vous les entreprises qui êtes ici. Vous voulez faire de l'alternance, assurez-vous un tutorat de qualité. D'une part. Deuxièmement, un suivi pédagogique régulier. On a parlé de co-construction tout à l'heure. Quand on effectue cette co-construction, c'est qu'on est responsable de ce dont nous avons intégré dans le référentiel de compétences. Il faut que nous soyons toujours à l'affût donc de l'avancement suivant stipulé dans le référentiel de compétences. À ce jeu-là, je vous assure, tel qu'il l'a dit tout à l'heure, ça va marcher, quel que soit le projet, du milieu professionnel et du côté de l'établissement de l'autre part. Voilà ce que j'aimerais un petit peu ajouter là-dessus. Et je profite de l'occasion pour en terminer ce que j'appelle, comme vous voyez là, sur notre signalétique, l'IST, c'est, je dirais, le leader dans la formation en génie industriel, dans toutes ses composantes, en particulier l'énergétique.
Nous connaissons vraiment des problèmes en énergie actuellement, et s'il est avec nous, Axian, c'est que nous avons peut-être la solution selon eux. Hein. Pas peut-être, mais c'est pour ne pas être trop arrogant là-dessus. Plus tard, nous avons comme parcours formation, entre guillemets, à vendre maintenant, sur la logistique et le transport. L'enjeu grandiose actuellement dans le cadre de la digitalisation, qui accompagne la digitalisation, c'est la logistique, c'est le transport. Logistique verte, transport, logistique durable, tout cela, on peut en parler et on peut en faire des processus d'alternance si vous voulez vraiment dénicher les meilleurs talents en matière de ces parcours-là. Voilà, merci. Merci, professeur Ravalson, pour ce plaidoyer. Je vais maintenant me tourner vers Madame Ravoarmiadana. Vous êtes DRH d'Europalu. Vous avez donc une expérience très opérationnelle du sujet parce que vous faites déjà de l'alternance. Donc, pouvez-vous nous partager justement votre expérience, l'expérience d'Europalu sur l'alternance? Merci tout le monde et bonjour, mes chers collègues, professeurs, présidents, confrères et mesdames et messieurs. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous ce qu'on appelle l'alternance. Puisque je vais vous donner le contexte des Europalus. C'est vrai qu'il y en a quand même des, disons, de mauvaises expériences vécues par des autres. Mais en ce qui nous concerne, c'est vraiment une sorte de levier stratégique de pouvoir avoir des alternants. Et c'est très, très important. Et nous sommes très, très, très motivés. Et déjà, je voudrais remercier la FMFP dans son implication, ainsi que les établissements que je vois ici, les représentants. C'est très, très, très cohérent dans la collaboration. Et tout particulièrement, je suis très, très, très avec vous dans la réalisation du projet. De toute façon, on est déjà financé là-dessus. On va faire le nécessaire pour que ça se réussisse. Donc, je voudrais quand même vous faire part le contexte d'Europalu. Donc, chez Europalu, nous faisons face à une réalité très concrète. Notre métier est spécialisé dans la menuiserie aluminium. Or, à Madagascar, il n'existe pas encore des centres de formation dédiés à cette spécialité. Il est donc très difficile d'avoir ou de recruter des collaborations déjà opérationnelles sur le marché. Plutôt que d'attendre que les compétences dont nous avons besoin deviennent disponibles, nous avons fait un choix stratégique, développer nous-mêmes les talents de demain. Et dans cette logique que nous avons investi dans l'alternance. C'est pourquoi je vous dis que, en ce qui nous concerne tout particulièrement, nous sommes vraiment dans le cœur du projet de l'alternance. Et pour nous, donc, un alternant n'est pas donc une solution temporaire pour répondre à un manque de main-d'œuvre. C'est un futur collaborateur et que nous accompagnons et que nous formons à nos métiers, à nos méthodes et à notre culture d'entreprise. Nous considérons donc l'alternance comme un véritable levier stratégique. Elle nous permet de construire les compétences dont nous aurons besoin demain, tout en sécurisant nos recrutements dans un secteur où les profils qualifiés sont rares. Former un alternant demande du temps, de l'investissement, de l'engagement de nos équipes, mais c'est un investissement rentable. À l'issue de son parcours,
nous disposons d'un collaborateur qui maîtrise nos exigences de qualité, nos procédés de fabrication et nos valeurs. Son intégration est plus rapide. Sa montée en compétences est plus efficace et son engagement envers l'entreprise est souvent plus fort. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'une entreprise ne doit pas seulement recruter des compétences, elle doit aussi savoir les créer. C'est pourquoi, chez Europalu, nous ne considérons pas l'alternance comme une réponse à court terme, mais comme un investissement durable dans notre capital humain et un facteur de notre compétitivité. Donc, je confirme, c'est vrai, c'est pas facile de faire des collaborations puisque il y a les financements qu'il faut combattre pour l'avoir. Donc, il faut savoir identifier les besoins en ressources humaines d'abord. Il faut que ça soit sûr pour que tout le monde puisse s'impliquer dans le maintien de l'alternant. Et il faut aussi, tel qui a été dit tout à l'heure, que le tuteur doit être une personne très engagée pour que ça soit efficace. On ne perd pas du temps. On a besoin des compétences. Et nous, dans notre objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir un levier stratégique via l'alternance. On a besoin de main-d'œuvre et c'est nous-mêmes qui va les construire, c'est nous-mêmes qui va les engager, puisque ça va être notre futur collaborateur. Donc, c'est vraiment le contexte où nous sommes chez Europalu et c'est très motivant. Et les établissements que nous sommes en partenariat en ce moment, que je trouve et que je cite, ils sont présents ici même, je vous remercie déjà de votre implication et votre engagement. Crois-moi, même dans la construction de notre projet de financement, il y a déjà beaucoup d'implication et beaucoup d'intégration. Et moi, personnellement, je vous remercie. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Anita. Moi, j'aurais une question sur, justement, qui s'adresse à vous trois qui êtes dans les RH. C'est le nombre d'alternants que vous aviez déjà intégrés, on va dire, par année. On va commencer par Mariska, peut-être. Ok, merci. L'année dernière, on a eu une douzaine d'alternants. Cette année, on a une douzaine avec EGS et une quinzaine avec notre institut à Madagascar. D'accord. Très bien. Oui. Nous ne faisons que commencer. Hein. À part l'alternance, nous avons, en collaboration avec des établissements scolaires techniques, qui commencent par 15 étudiants aussi. Et avec l'ISCAM 3 et avec EMAP 2. Donc, on est là en ce moment. D'accord. Alors, à l'échelle du groupe Action, j'imagine que c'est un peu plus grand. À l'échelle du groupe Action, par contre, sur l'alternance, c'est maintenant que ça commence à bien marcher parce qu'on a mieux structuré. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on a commencé à faire de l'alternance il y a 2-3 ans. Ça cahotait un peu, on avait une dizaine, une quinzaine auprès de chez Pulse essentiellement. Et on a essayé dans d'autres entreprises, mais ça n'a pas marché parce que ça a été mal structuré en termes de temps.
Et maintenant, avec le programme qu'on a avec le FMFP et ce qu'on a fait cette année, je suis beaucoup plus confiant sur le fait que l'alternance va vraiment démarrer, parce qu'en fait, c'est des programmes où les étudiants sont sur site pendant 2 mois, minimum 1 mois. Donc, ils peuvent vraiment faire de vrais projets, et c'est là où ça va réellement démarrer. Ben, à part l'alternance, on a d'autres programmes, on a des centaines de stagiaires, on a à peu près une 60aine d'apprentis. Donc, on a beaucoup d'étudiants dans nos sites. Mais là, avec la nouvelle structuration qu'on a eue avec l'IST et avec avec l'ENI, on a un programme avec l'ENI où c'est en mois, ça ira beaucoup mieux. Très bien, merci. Alors, pour être très concret, il nous reste en fait le point essentiel à aborder. Oui. Et surtout avec l'école 42 que nous avons en notre sein. Donc on a une première fournée d'étudiants de l'école 42 qui sont sortis, qui sont maintenant répartis dans plusieurs de nos directions, dans plusieurs de nos entreprises et dans d'autres entreprises en dehors d'Action aussi. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. On va aborder l'essentiel, c'est-à-dire le financement de tout ça. Donc, Monsieur Brunner, nous venons d'entendre pourquoi l'alternance était utile et comment la construire. Donc, vous dirigez le département formation et insertion. C'est vous qui portez au quotidien le financement des projets. Pouvez-vous nous présenter le mécanisme de financement de l'alternance à travers les requêtes individuelles et l'appel à projet numéro 24? Bonjour à tous. Avant de répondre à la question, j'aimerais dire quand même que nous avons de la chance à Madagascar d'avoir FMFP qui peut financer le dispositif alternance. D'ailleurs, pour financer l'alternance ou un projet de formation de type alternance, il y a 2 possibilités de financer déjà chez FMFP. Tout d'abord avec on va dire le guichet requête individuelle, à travers lequel les entreprises peuvent déjà utiliser leurs droits de tirage suivant leurs besoins et leur disponibilité. Et à part ça, on peut aussi financer l'alternance à travers un appel à projet. Et pour ça, il y a on va dire un fonds additionnel. Donc, on va abonder le droit de tirage de l'entreprise pour pouvoir financer l'alternance. Et même déjà pour cet appel à projet, un financement qui peut aller jusqu'à 60 millions d'ariars, même pour un seul projet. Donc, nous sommes tous conscients de l'importance de l'alternance. Donc, c'est pour ça que le FMFP déploie aussi ses moyens et finance vraiment le dispositif, avec soit à travers les requêtes individuelles ou avec l'appel à projet. D'accord. Alors, si une entreprise est intéressée justement pour soumettre pour l'appel à projet, quelles sont les étapes, entre guillemets, qui doivent suivre justement avant la date limite du 21 août? D'accord. Il faut que ça suive, en fait, on va dire, le process d'ingénierie de formation. Donc, il faut commencer par les besoins, l'identification de besoins ou l'analyse de besoins. Et pour ça, déjà, nous, au FMFP, on peut vous accompagner, on peut accompagner les entreprises, même pendant l'identification, l'analyse de besoins. À part ça, il faut aussi trouver ou chercher l'université ou le centre de formation, bien évidemment, et constituer les dossiers. Pendant tout ce parcours-là, donc FMFP dispose on va dire, d'une équipe technique dédiée pour accompagner les entreprises jusqu'au bout, pendant la conception ou l'élaboration du dossier, jusqu'au financement, jusqu'à l'obtention de financement
Donc, les accompagnés peuvent vraiment à partir même de, comme je disais tout à l'heure, à partir de l'identification de besoins, constitution de dossier, donc c'est des aspects techniques. On peut accompagner les entreprises pour vraiment améliorer le dossier sur les aspects techniques, et éventuellement sur d'autres aspects, par exemple l'aspect administratif et tout ça. Et surtout le côté finance aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup, Brunner. Je vais juste relancer chacun pour un mot pour convaincre les entreprises encore hésitantes. On va dire une phrase, pas un mot, mais pour convaincre les entreprises encore hésitantes à se lancer dans l'alternance. Il y a le mot co-construction, en fait, ça se co-construit, en fait, et il faut vraiment des interactions soutenues, donc en fait, entre on va dire, l'entreprise et le centre de formation. Et c'est pour ça qu'on peut arriver à conclure des accords. Et au-delà de l'accord, en fait, il faut voir aussi le pendant et ce qui va se passer après. Donc nous, par exemple, avec PAMF, donc sommes encore sur la phase pendant, en fait, et donc nous sommes en train de suivre également. Mais ça se construit, et en fonction de l'interaction entre un centre de formation et les entreprises. Merci. Moi, je dirais que l'alternance, en fait, c'est une démarche gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, pourquoi? Parce que les étudiants, ils acquièrent une expérience concrète, donc outre la théorie acquise pendant leurs études, il y a vraiment cette expérience concrète acquise lors de la pratique. Et nous, de notre côté, nous préparons, donc la société en question, nous préparons en fait les compétences dont nous aurons besoin demain. Merci. Merci. Eh bien, pour ma part, vous qui êtes là, en majorité, vous êtes des DRH d'entreprise. Votre entreprise, elle est une entreprise pour faire quoi? Créer de la valeur. Et pour la création de valeur, cela implique le fait d'avoir une compétence très aiguë, particulière, pour réaliser avec vous le processus de création de valeur. Alors, d'après tout ce que vous venez de dire, pourquoi vous hésitez encore à ne pas faire de la formation en alternance? Puisque, premièrement, le souci peut-être avant, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer déjà le salaire de l'alternant. Là, il se positionne comme donc partenaire financier FMFP. Quand vous dites, vous hésitez encore. Plus la peine. Venez voir l'IST, on va parler ensemble vos problèmes, on va essayer de co-construire le référentiel de compétences et on va aller dans le sens de la formation par alternance pour que vous ayez la compétence et le talent que vous voulez vraiment avoir dans le but de créer de la valeur de tout son sens. Il n'y a pas que la valeur marchande, il n'y a pas que l'argent. Il y a la valeur sentimentale surtout, valeur émotionnelle. Nous sommes une entreprise, vraiment une entreprise qui contribue au développement de chaque individu qui sont dans notre entreprise. Et également sur le monde extérieur. Vous participez à la reconstruction de Madagascar. Pourquoi vous hésitez encore? 31 août et 1er août prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous organisons des portes ouvertes. Venez y participer pour voir un petit peu qu'est-ce que l'IST peut vous offrir pour vous accompagner dans votre processus de création de valeur au moyen de la formation en alternance. Voilà. Merci, professeur. Oui, c'est juste confirmer ce qui a été dit pour que l'alternance soit réussie. Donc, premièrement, il faut partir de besoins réels de la société d'abord. Après, définir un parcours de formation structuré en interne et aussi désigner
un tuteur engagé, puisque c'est très complémentaire, et renforcer le partenariat avec l'établissement de formation et assurer un suivi régulier. Et après, il y a aussi la préparation de l'après-alternance. C'est jusqu'à débousser sur une embauche. C'est très, très efficace pour motiver l'alternant. Je crois que si vous respectez tous ces parcours-là, je ne suis pas sûre que ça, vous n'allez pas être dessus. C'est ça ce qu'on appelle créer de la valeur, créer vous-même les compétences, créer vous-même les besoins de votre entreprise, et ça ne fait que de plus entre les deux parties et pour toutes les entités. Merci. Merci Anita. Parler en dernier, c'est le plus dur. Hein. Premier et dernier. Premier et dernier. Parce que tout a été dit, évidemment, j'épouse tout ce qui a été dit par mes collègues. Maintenant, j'aimerais quand même souligner qu'on se dise, nous, quand on recrute en entreprise, c'est quoi l'objectif final? L'objectif final d'une entreprise, c'est d'être performant. Ça, c'est partagé partout. Maintenant, nous, côté RH, pour que l'entreprise soit performante, il y a 2 facteurs essentiels qu'il faut que nous, on prépare. Premièrement, il faut qu'on arrive à trouver des talents compétents. Il faut qu'on arrive à construire et à développer ces talents-là pour qu'ils deviennent performants via leurs compétences. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté culture d'entreprise. Parce que il faut pas oublier les entreprises qui ont une culture d'entreprise forte retiennent beaucoup plus leurs collaborateurs et sont jusqu'à 2 fois beaucoup plus performants. Et comment on inculque une culture d'entreprise aux collaborateurs? Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut qu'il y ait des valeurs humaines qui sont partagées. Il faut qu'il y ait un leadership modèle qui soit partagé. Mais pour que ça rentre au niveau des collaborateurs, ça demande quelques années. Donc, plutôt vous intégrez vos collaborateurs et vous l'intégrez à votre culture d'entreprise et vous les développez, plutôt vous aurez des collaborateurs performants. Donc, l'alternance est un levier puissant puisque dès le M1, ils vous rejoignent, ils épousent votre culture, ils voient ce qui se passe dans votre entreprise, ils adoptent vos process, ils adoptent vos valeurs humaines, vos valeurs, votre leadership modèle, et en même temps, ils apprennent à l'école. Donc, il y a une construction de compétences et il y a une construction de valeurs humaines. Donc, en fait, c'est un avantage. Au bout des 2 années, lorsqu'ils auront fini leur M2, vous avez un collaborateur prêt, performant et prêt et immédiatement opérationnel. Donc, il ne faut plus hésiter, à mon avis. L'alternance est un sujet important et on a la chance que le FMFP porte le sujet et nous appuie au sein des entreprises. Donc, n'hésitons plus. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant au moment des questions. Donc, je vous propose de lever la main, de vous présenter brièvement votre nom, votre entreprise et de poser une question courte pour que nous puissions traiter le plus grand nombre de questions. N'hésitez pas si vos questions s'adressent à un intervenant particulier. Pour ceux qui sont en ligne également, vous pouvez relayer, nous pouvons relayer les questions donc, qui sont postées en commentaire du direct. Quelqu'un va nous les transmettre directement. Alors, oui, on a une question derrière. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Caroline Meury, je suis la directrice d'Action University et aussi j'ai une casquette 42 en Antananarivo. Question concernant le processus de recrutement. Il est indiqué qu'il faut avoir identifié le CV de l'alternant. Lorsque l'on fait un appel à projet, un financement d'une alternance pour un projet à venir mais qu'on n'a pas encore identifié l'étudiant, est-ce que c'est rédhibitoire ou pas ?
sur le CV en fait, des alternants, ça c'est après. C'est pas pendant la soumission de projet, mais c'est après. Ok, super. Merci beaucoup. Pardon, de même pour l'école aussi, Brunner, pardon. Pour l'école, c'est pareil ou en fait, est-ce qu'il faut qu'on ait aussi identifié l'école? Par contre, pour l'école, c'est quand même un élément essentiel Okay. dans le projet. Parfait. Donc, il faut que ça soit bien déjà identifié pendant la soumission du projet. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Une autre question? C'était tout clair? Oui. Aimé Ingénierine, représentant de l'école supérieure Sacré-Cœur en Tanmin. En fait, la question, c'est que lorsque le professeur Lise a parlé de co-construction de programme, là, je me demande, est-ce que ce programme va être destiné à l'entreprise? Alors qu'il est possible que dans la formation, il y a plusieurs alternants possibles, mais dans des centres de formation différents. Donc, comment va se réaliser ce que vous appelez co-construction de programme? Merci. Merci beaucoup pour la question. En effet, hein, j'ai parlé au-delà de la co-construction, le référentiel de compétences. Le processus, c'est que l'entreprise identifie d'abord leurs problèmes, leurs besoins. Et après, il s'adresse à un centre de formation et un institut de formation. Si ce centre-là, il a déjà un a priori que un tel ou tel centre de formation a la solution à son problème. Et de cette manière-là, que commence le système de co-construction, c'est-à-dire à travers, on développe la problématique, puis après on essaie d'apporter les solutions en termes d'éléments constitutifs. Et on structure après la maquette de formation. Vous avez parlé, vous avez posé la question comme quoi est-ce que c'est dédié tout simplement donc à cette entreprise-là? Oui, c'est d'abord, c'est Axian qui a demandé, et c'est pour Axian University. Mais s'il y a d'autres entreprises qui peuvent être intéressées pour bénéficier de ce référentiel de compétences, ils peuvent accéder avec ce même référentiel de compétences pour la formation en alternance, aussi bien en entreprise qu'au niveau de l'IST d'Antananarivo. Très bien. Okay. Alors, nous allons prendre une question qui est en ligne, donc qui nous vient de SMMC de Tamatave. Comment fonctionne le mécanisme en province? Nous n'avons pas accès aux mêmes écoles en province. Les écoles en province sont-elles partantes pour mettre en place les alternances avec les entreprises? Alors, est-ce qu'on a des expériences, ceux qui ont des... Est-ce que les instituts... voilà. Oui, plutôt avec l'autre école, avec laquelle on travaille actuellement. Au fait, pendant la sélection des CV des étudiants, au fait, nous, on a vraiment... L'école, elle est siégée à Tana, mais par rapport à tout ce qui est communication, en fait, on a vraiment cherché, je dirais, les CV dans Toumada. Surtout étant donné que PAMF, première agence de microfinance, nous avons plusieurs agences dans plusieurs régions à Madagascar. Donc on a essayé au fait d'atteindre aussi, je dirais, cette cible-là via des communications médiatiques, communications sur nos réseaux sociaux. Donc, même l'école avec laquelle nous on travaille actuellement, c'est possible aussi d'intégrer le programme d'alternance avec nous. Voilà, merci. Pour ma part, par rapport à cela, il n'y a pas de souci du tout. Tout à l'heure, ça a déjà évoqué que dans un processus de formation en alternance, il y a une période déterminée où l'étudiant, l'alternant, se trouve au sein de l'entreprise pour travailler. Et il y a une période équivalente où l'étudiant revient à l'établissement de formation pour
apprendre les théories et tous les concepts dont il aura besoin pour lier la formation et la pratique du métier au sein de l'entreprise. Bon, pour le cas précis de SMMC, c'est une entreprise de manutention, de levage, de logistique et tout ça. Il n'y a aucun souci du tout. Approchons-nous, discutons-nous par rapport à votre problème et puis après, nous déterminons nous-mêmes la période durant laquelle l'étudiant doit se trouver ici à Tana pour apprendre ou il y a une période où l'étudiant chez vous à Tamatave pour travailler. Il n'y a pas de problème là-dessus, on peut bien organiser. Très bien. Une autre question? Oui, on en a un, puis le monsieur de derrière et la dame. Bonjour, Tsouavn de Passerelle Numérique Madagascar et du projet Déclic de l'OIF. Moi, ma question, c'est faisant suite toujours à la question de monsieur Emi Angendina tout à l'heure. En fait, à propos de la co-construction, on a parlé des tuteurs, je n'ai pas trop de soucis par rapport aux tuteurs, mais c'est au niveau établissement. Est-ce qu'on a pensé aux enseignants? Parce que moi, personnellement, je sais que, grâce à ma fonction de responsable pédagogique, les enseignants, la plupart du temps, n'enseignent que ce qu'ils connaissent. Et est-ce qu'il y a une adaptation à faire par rapport à cela? Parce qu'il y a un programme déjà établi, donc on devrait co-construire. Donc il y a quand même quelque chose à voir par rapport surtout aux enseignants. Merci. Oui, c'est vrai. Elle est pertinente, cette question. Pour répondre à celle-là, eh bien, moi, je vous invite à vous disposer de ce booklet à l'endroit de nos alternants tout à l'heure. Si vous voulez la voir, vous voulez connaître le parcours en formation en alternance de l'IST d'Antananarivo. C'est vrai ce que vous avez parlé, un enseignant, ce n'est pas un instituteur où il a la charge de 4 ou 5 ou 6 ou 7 matières. C'est pas cela. Mais dans le cas précis de l'IST d'Antananarivo, nous avons toujours des universités partenaires qui travaillent avec nous. Ce que nous ne connaissons pas, nous nous débrouillons pour dénicher les meilleurs talents enseignants aussi, pour accompagner les alternants. Par exemple, par rapport à cette filière énergétique, nous sommes en collaboration avec l'Université de Bretagne Sud. Quand vous regardez ce booklet, il y a des enseignants étrangers, il y a des enseignants nationaux. Pour la filière bâtiment intelligent, nous sommes en collaboration avec l'Université de La Réunion. Des spécialités que nous ne possédons pas, nous utilisons les spécialités et les compétences de l'Université de La Réunion là-dessus. Il n'y a pas de souci. Nous ne vendons pas ce que nous ne savons pas faire. Soyez assurés. Merci. D'accord. Ouais. Ok. Donc, le monsieur qui est derrière. Chaco, RH de Action contre la faim à Madagascar. En fait, concernant Maintenant, nous avons une politique de promotion de compétences locales. Nous travaillons dans des régions un peu plus loin que Tana. Oui. Et ma question, c'est que, avec FMFP, est-ce qu'il y a un critère particulier sur la sélection des institutions de formation, centres de formation? Parce que faire venir les alternants ici à Tana, c'est un peu difficile. Et est-ce qu'il y a un critère particulier sur la sélection de ces centres-là? Merci. Il n'y a pas de critères spécifiques pour sélectionner ou pour choisir les centres de formation, sauf par contre qu'il s'agit d'alternance. Donc les critères qui s'imposent, c'est surtout l'habilitation à délivrer un certificat ou un diplôme reconnu par l'État. À partir du moment où le centre ou l'université dispose de cette capacité-là, c'est éligible au FMFP. Après, par rapport au profil de l'alternant ou des alternants, il n'y a pas non plus de critères spécifiques exigés par FMFP, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la qualité du dispositif.
c'est-à-dire l'ensemble de dispositifs de la formation par alternance. Alors, nous allons prendre une question en ligne qui nous vient de Evelyne Vanessa Boudi. L'intégration réussie des alternants repose entièrement sur la capacité des entreprises à formaliser leur parcours de formation interne. La question, c'est le FMFP envisage-t-il de déclencher un fonds spécifique dédié à la formation et à l'accompagnement des directeurs ou responsables de formation afin de les aider à structurer efficacement ces parcours d'alternance? Je te redonne. Oui, bien sûr, parce que ça fait partie aussi je dirais, de la mission du FMFP, c'est d'accompagner les entreprises, améliorer je dirais, la capacité des acteurs. Donc, déjà au FMFP, nous avons un chantier qu'on appelle le renforcement de capacité des acteurs. Bien évidemment, les entreprises ou les responsables des ressources humaines ou les DRH et tout ça. Donc, c'est envisageable et ça fait partie d'ailleurs de notre mandat et mission. D'accord. Est-ce que votre question tient encore? Oui. Ah, elle a déjà le micro, donc la question viendra après. Oui. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Tiavda de Materotto. La question s'adresse plutôt aux entreprises qui le font déjà. On a parlé tout à l'heure qu'un ingrédient essentiel et indispensable pour le partenariat efficace, c'est un tutorat de qualité. Donc, par rapport à votre expérience, à vos expériences, comment vous impliquez les managers et les responsables dans ce partenariat-là, en tenant compte que de la part des RH, ça va de soi, on va dire gagnant-gagnant, mais de la part des opérationnels, ce n'est pas forcément toujours le cas. Ils se disent non, j'ai pas le temps, j'ai à faire, j'ai beaucoup à faire, etc. Donc, comment, dans cette optique-là, vous, dans les entreprises, vous impliquez et vous inculquez cette culture d'alternance auprès des managers et des responsables? Merci. Très bonne question. Tout à l'heure, je vous avais parlé de l'expérience qu'on a eue avec... la première expérience qu'on avait eue, c'est qu'on avait imposé des choses aux managers et au final, ça ne correspondait pas à leurs besoins et ça n'a pas marché. Donc, en fait, de cette expérience-là, si on veut impliquer les managers et qu'ils soient intéressés par le sujet, le besoin doit venir d'eux. Nous, notre rôle en tant que RH, c'est de proposer les programmes, proposer la structure, dire il y a un tel financement qui peut se faire, il y a un alternant qui peut venir vous aider dans votre quotidien. De quoi avez-vous besoin? En fait, il faut que tout parte du besoin du manager, parce que si c'est quelque chose d'imposé, il va faire. Il ne va pas le faire de la meilleure manière du monde. Et nous, RH, on va courir derrière pour dire monsieur le tuteur, donnez-nous un peu vos avis, donnez-nous l'état d'avancement. Ça ne va pas marcher. Mais si par contre c'est un sujet qui l'intéresse et que lui-même il a défini dans le cadre de son travail, il va être intéressé. Alors, je vais juste souligner quelque chose aussi, c'est que dans le mécanisme de financement du FMFP, il y a une indemnité qui est réservée aux tuteurs en entreprise. Ce n'est pas forcément ça ne devrait pas être la première motivation, en tout cas, mais pour motiver aussi le temps qu'ils investissent. Donc, il y a cette indemnité-là qui est prévue dans le financement. Alors. Pardon, juste Inde, oui. Pour répondre aussi à sa question, en fait, et juste un petit partage. Nous, ce qu'on fait au niveau de PAMF, effectivement, c'est très difficile, au fait, de faire adhérer les managers, parce que généralement, pour nous, ce sont les opérationnels, donc la partie agence, c'est là qu'on place nos alternants. Donc, comment on fait? Déjà, on désigne les tuteurs, mais à leur tour, au fait, de désigner un binôme
Donc ça aussi, on peut envisager. Bien sûr, le tuteur, il reste tuteur, mais il désigne un binôme, quelqu'un qu'il juge apte au fait d'accompagner l'alternant pendant son parcours. Donc chez nous, on fonctionne par rapport à ce binôme-là. Il y a le tuteur qui fait les rapports, qui suit l'alternant en question, mais il y a un binôme qui va vraiment travailler, qui va appuyer, qui va apprendre au fait le métier à l'alternant. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Moi, je suis Foire, chef de service développement RH au sein d'Epsilon. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Moi, j'ai 2 questions. Tout d'abord, par rapport au financement, parce qu'on a entendu tout à l'heure que le financement est jusqu'à 60 millions d'arias. Donc, ce que je veux savoir, tout d'abord, c'est que parce que dans le rapport, c'est pas le rapport de financement, mais la demande, il y a une marge de 120 000 arias par mois. L'alternant peut faire jusqu'à combien de temps dans un poste? C'est ça, merci. C'est ça, merci à vous. C'est vrai que dans le financement de FMFP, il est prévu qu'il y ait une indemnité pour les alternants de 120 000 arias par mois. Donc la question, est-ce que c'est valable pour tout le monde? Je dirais que oui. Oui, mais c'est en fonction de chaque dossier, en fonction de chaque situation. Donc c'est analysé. Si par exemple un alternant qui habite à Mboudatim, qui va faire le va-et-vient entre Mboudatim et à Tanjumbat, ça pourrait dépasser les dépenses déjà envisagées dans son parcours, durant son parcours. Donc c'est analysé en fonction de la situation. À part ça, à Madagascar, nous savons tous que l'alternance, c'est un dispositif, c'est un nouveau dispositif. Donc, par rapport aux autres pays qui donnent vraiment un salaire équivalent à un SMIC, voire même plus, on n'est pas encore là. On est encore en phase pilote à Madagascar, donc on veut aller petit à petit, pas à pas. Donc, on va tester le marché, on va tester le dispositif. Et on va, bien évidemment, qu'on va faire évoluer ce dispositif-là en fonction des retours, en fonction de l'expérience de nous tous, hein, après. Et voilà. Après, la deuxième question, c'est par rapport à... C'est quoi déjà? La durée de la forme. Ah, d'accord. La durée, c'est 12 mois. Comme tout financement de FMFP, le maximal, la durée maximale, c'est de 12 mois. C'est pour ça d'ailleurs que nous ciblons le parcours à la fin de cursus, c'est-à-dire le niveau licence ou niveau M2, parce que ça dure 12 mois au maximum. Juste peut-être pour rebondir aussi, c'est qu'il y a... je pense, si je ne me trompe pas, il y a un projet de loi, il y a un processus législatif ou de mise en place de loi donc, qui est en cours par rapport à l'alternance, en fait. Et donc tout ça, ça va... on va voir aussi ce que ça va donner. Mais je pense que c'est important qu'il y a des démarches. Je fais un peu le parallèle avec des outils étant économiste de l'environnement, avec des outils dans la gestion de l'environnement, c'est toujours mieux qu'il y ait une démarche, on va dire, volontaire, avec notamment des initiatives privées, co-construites et avec des entités qui interagissent, en fait, pour pouvoir par exemple, fixer des durées d'alternance ou ne serait-ce que pour le montant aussi, peut-être, voilà. Ouais. Oui, par rapport à ce propos de monsieur le doyen, hein, effectivement, c'est plus un projet, mais c'est déjà un texte réglementaire qui était sorti depuis 2023.
À l'époque, l'IST d'Antananarivo, avec 9 autres établissements à Madagascar, en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, on a monté un projet que nous avons appelé Jeunesse malgache compétente au travail. Le but ultime de ce projet, c'est d'améliorer l'employabilité des jeunes au moyen du travail salarié et de l'entrepreneuriat. Pendant ce projet-là, on a travaillé avec plusieurs ministères, dont le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Formation technique et professionnelle, le ministère de la Fonction publique, du travail et des lois sociales. Et en février 2023, a été sorti un décret même qui régularise, qui instaure la formation en alternance à Madagascar et des arrêtés après au niveau de la formation technique et professionnelle. Et puis actuellement, c'est déjà un arrêté au niveau du ministère de la fonction publique. La fonction publique, eh bien, le Code de travail reconnaît désormais l'alternance explicitement. Mais nous, le sens, ça va aller vraiment dans le sens de la compréhension et de l'instauration définitive de ce processus d'alternance. C'est déjà assez réglementé, mais je vous invite tous à y participer au moyen de recrutement d'alternants, puisque ce seraient vos expériences qui vont enrichir certainement le cadre légal après un moment donné. Voilà. Merci. On va prendre 2 dernières questions. Donc, ah mince. C'était moi. D'accord. Lalaine, Good Vibes Academy, centre de formation. On a parlé tout à l'heure surtout de soft skills. Dans la partie soft skills, pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Et on sait qu'avec FMFP, il y a la parité 30% soft et 70% hard, compétences techniques. Ce qui manque, par contre, on parle surtout d'alternance, c'est on a toujours parlé tout à l'heure de l'entreprise, on a parlé de l'université, en tout cas des centres de formation. Mais qu'en est-il de l'alternant? Est-ce qu'il est vraiment prêt aussi, en fait, à aller vers le projet? Comment être sûr sur ce côté-là? Ce qui manque généralement, c'est le sens même pour l'alternant. Pourquoi je fais cette formation? Et dans ce cas-là, où est-ce que se trouve en fait le niveau de parité soft et hard skills pour l'accompagnement du projet? Je vais peut-être me tourner vers les DRH à ce moment-là. Par rapport à vos expériences, justement, est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique dans les entreprises pour ça? Quand on reçoit un alternant ou un apprenti, on a obligation de le former. Mais l'obligation de le former, il est essentiellement sur le métier qu'il est en train d'exercer. Donc la partie soft skills, il va l'apprendre sur le tas, mais il n'y aura pas une formation spécifique ou peut-être qu'il va participer à quelques sensibilisations. Chez nous, par exemple, là, on a du digital learning sur notre SIRH. Il aura accès à ces formations sur le digital, mais on n'aura pas le temps d'aller vraiment lui faire cette formation. Alors que, comme je l'avais souligné un peu plus tôt, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui si on veut que nos jeunes réussissent et montent vite, parce que c'est ce qui leur manque. Il leur manque du leadership. Et très souvent, en RH, lorsqu'on fait un recrutement, nous, ce qu'on regarde, c'est qu'entre 2 candidats, un candidat qui a un hard skill très fort, mais avec un soft skills pauvre, et un autre candidat qui a un hard skills moins fort, mais avec beaucoup plus de soft skills, on va choisir le deuxième. Parce qu'on dit toujours, la compétence s'acquiert, mais le savoir-être, en fait, il faut qu'il soit bon. Parce que je ne dis pas qu'on ne peut pas changer, on peut changer, mais ça demande beaucoup de temps d'aller changer. Donc, en entreprise, on n'a pas ce temps-là. Donc, on préfère avoir quelqu'un qui a
une bonne compétence qu'on peut développer, mais avec un bon soft skills. Justement, je me permets. Justement, c'est là, en fait, je pose la question, est-ce que si on fait un projet, est-ce que vous, au niveau, par exemple, FMFP, il y a une limite par rapport au projet, si on programme, en fait, des formations pour que ça ait vraiment un impact pour l'entreprise et que pour l'alternant, est-ce que c'est pareil que la parité qu'il y a aujourd'hui, ou c'est, pour l'instant, c'est open et on verra au fur et à mesure? C'est ce que j'allais justement confirmer par rapport à ce qu'il dit. C'est que quand on parle de l'alternance, on parle plus de métier. Donc les compétences soft et tout ça, c'est déjà inclus dans le parcours même. Parce que la référence, c'est les référentiels compétences, référentiels métiers. Donc la parité ou le ratio 70-30 ne s'impose plus. Ok, alors... Je crois que c'est moi. Oui. Bonjour à tous, enchanté. Simon, je suis responsable de programme formation et insertion professionnelle pour l'ONG ATIA. Et à ce titre, directeur d'une toute nouvelle association qui s'appelle Kishkas. Et j'espère que vous entendrez très rapidement parler. Nous, on y croit fortement à l'alternance. Ça va être vraiment l'identité de l'association qu'on est en train de construire. On y croit tellement qu'on trouvait que c'était compliqué de trouver des places d'alternance en entreprise, qu'on est carrément en train de créer une entreprise, une vraie entreprise dite sociale, pour pouvoir mettre des projets comparables en place. C'est ce qu'on appelle un chantier d'insertion, comparable à un chantier école. Mais en tout cas, nous, on pense, pour toutes les raisons qui ont été annoncées là, mais aussi des raisons d'apprentissage, de qualité d'apprentissage, que c'est une des solutions pour le développement des compétences, le développement social, etc. Mes deux questions, je suis désolé, j'en ai deux, vont porter... Alors, on a beaucoup parlé des entreprises et des centres de formation, mais il y a un troisième élément quand même dans ce triangle de l'alternance, c'est l'alternant en lui-même. Alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle, en tout cas on ne les a pas entendus. Ça a été évoqué un petit peu, qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui est considéré. Mais moi j'aimerais bien qu'on revienne dessus, puisque ça a été dit, certes l'alternance, la formation, c'est un investissement pour les entreprises, mais c'est aussi un investissement pour les alternants, pour la personne qui va apprendre. Et il n'y a pas que les frais de formation, il y a comment je vais vivre pendant cette alternance, qui est beaucoup plus mobilisatrice qu'une simple formation ou un travail, j'ai envie de dire, simple. Donc, qu'est-ce qui est vraiment mis en place? J'ai entendu quelques exemples dans les entreprises de contrats, mais c'est que je vois ce que nous voyons sur le terrain. On est plutôt dans les bas quartiers, pour être honnête. C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises formelles, mais surtout les formelles, qui sont intéressées par ce principe de l'alternance, mais qui n'est pas très clair pour eux. Ils ne savent pas trop quoi en attendre, mais sur le principe, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers ces entreprises-là et faire des projets communs, centre de formation, association, peu importe, entreprises, avec le FMFP, pour décupler un petit peu ces places disponibles pour l'alternance. Merci. Ok. Donc on va prendre la première question. Déjà par rapport à l'indemnisation, enfin pas par rapport à l'indemnisation, mais plutôt par rapport à la subsistance, entre guillemets. Qu'est-ce qui est mis en place? Déjà au FMFP, on a une indemnité, c'est ça, qui est un forfait qui est pris en charge. Après, je ne sais pas au niveau des entreprises s'il y a aussi un geste en plus en termes de financement ou... Au niveau des entreprises, cela dépend de toutes les entreprises et de leur capacité aussi. Donc en plus de ce que verse le FMFP, chaque entreprise à sa guise, selon ses capacités, peuvent évidemment verser un complément ou en intégrant l'entreprise, peut-être qu'il y a des dispositifs qui accompagnent la cantine par exemple, pour ceux qui ont des enfants, la crèche, ce genre de choses. Donc, en intégrant l'entreprise, il y a tout un dispositif commun dont bénéficient les collaborateurs des entreprises auxquels auront accès ces alternants de manière automatique déjà.
Ça, c'est une première chose. Mais après, sur la partie indemnitaire, je ne m'avancerai pas parce que ça dépend de la capacité de chacun à donner plus ou pas. Oui. Non, je voudrais juste rajouter. C'est vrai que les jeunes, ils ont besoin, ils ont des charges même pour se déplacer avec les cantines et tout ça, c'est vrai. Mais je préfère ne pas trop les assurer dans le sens de chercher de l'argent dans un premier temps, puisque c'est surtout l'expérience. Et moi, en tant que DRH, j'ai dit toujours aux stagiaires, aux jeunes, pour vous, pour le moment, c'est vraiment l'expérience d'abord. Et quand vous aurez l'expérience, ça vient tout de suite après l'argent. C'est vrai, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais je préfère qu'il soit engagé. Engagé dans ce qu'il fait. Il prend des responsabilités. Mais si c'est l'argent qui va en avant, ça peut gâcher le projet. S'il y a déjà quand même quelque chose qui a été dédié aux stagiaires, aux alternants, mettez la culture que c'est là le barème d'abord. Mais que ce que vous devez avoir, c'est l'expérience. Et c'est très essentiel. Même franchement, à tous les coups, je dis ça aux jeunes. Essayez de voir qu'en termes de comportement, des observations, vous pouvez acquérir quelque chose. Et en termes d'organisation, vous devez acquérir quelque chose. Mais déjà, si vous allez voir chercher de l'argent, ce n'est pas encore ça. Il vous faut de l'expérience. Et c'est l'expérience qui va créer de l'argent. On va dire, on va se promettre que oui, on va vous donner ça, on va vous donner ça. Ça va après. Mais moi, personnellement, je leur ai dit, apprends d'abord. Fais le nécessaire. Ça va demander un peu de temps, peut-être. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tout donner. Nos stagiaires, ils sont payés. Mais je leur ai dit d'abord, apprends. Fais le nécessaire de pouvoir acquérir quelque chose. Et c'est votre richesse. C'est votre richesse d'abord. Et c'est après, on peut demander plus. Est-ce que je peux me permettre de juste demander des compléments? Et moi, je vous rejoins tout à fait. Alors, sur la première intervention, du coup, je renvoie la question FMFP. Une entreprise qui n'a pas de système de garderie, une entreprise qui n'a pas de cantine, du coup, ce sont des frais supplémentaires pour l'alternant par rapport à un autre alternant qui serait dans une entreprise IAS ou autre. Est-ce que ce sont des frais éligibles? Est-ce qu'on peut se permettre de les mettre dans les dossiers de financement? Et sur la deuxième remarque, moi, je vous rejoins, et c'est le discours qu'on tient, effectivement, à nos stagiaires, de dire il y a un moment pour négocier le salaire. Et ce n'est pas à la première embauche qu'on négocie. Mais par contre, nous, c'est notre travail, c'est notre œuvre, c'est ce qu'on souhaite, c'est développer les capacités de mobilisation des personnes pour aller sur de la formation. Apprendre, ça a un coût. Ça a un coût aussi psychologique. Parfois, ça va être mettre en stand-by toute sa famille, tout projet. Et ce n'est pas suffisant à mon sens, et c'est ce que nous, on souhaite compléter, c'est la plus-value qu'on souhaite apporter, dire tu n'auras pas d'indemnité ou une indemnité que de survie pendant 6 mois, 1 an, le temps de ta formation, et après tu auras le droit de négocier. On est à Madagascar, beaucoup de personnes, 70% de la population, se refusent du coup même de penser à entrer dans cette formation-là. Et du coup, on rate des talents, et du coup, ça tourne en rond. C'est là-dessus où nous, on veut se positionner en tout cas.
Alors, pour répondre à ça, en fait, comme l'avait dit Brunner au début, effectivement, nous sommes dans une phase pilote, c'est-à-dire que le benchmark, c'est d'essayer d'être au niveau plus tard des financements qui sont faits, par exemple, en France pour la partie alternance, pour le SMIC ou des choses comme ça. Sauf que là, dans le contexte malgache, par rapport aux financements qui sont disponibles et pour être tout à fait équitable et avoir le maximum de bénéficiaires, donc on a pris un parti pris d'abord d'essayer de faire un forfait qui est, on va dire, comment on va dire ça, symbolique pour certaines filières. Pour certaines filières, c'est quand même une somme et on ajustera le dispositif au fur et à mesure. Mais dans l'état actuel des choses, effectivement, c'est pour ça que je parle de symbolique, parce que on a voulu faire un choix entre l'étudiant, mais aussi les maîtres, les tuteurs, donc que ce soit pour la partie académique et pour la partie en entreprise. Donc c'est une équation qui est appelée à être recalculée au fur et à mesure, effectivement, de nos expériences. Mais on note justement l'importance de tout ça. On essaie aussi de voir par rapport aux entreprises, parce qu'il y a aussi une cotisation, le droit de tirage des entreprises qui sont mobilisées pour ces financements, à part le financement additionnel. Donc il faut quand même qu'on fasse la part des choses dans tous ces calculs-là. Mais en tout cas, c'est noté dans nos réflexions futures pour les futurs appels à projets. À noter que c'est notre deuxième appel à projet pour l'alternance au FMFP. Mais du coup, à combien sont les forfaits dont vous parlez? C'est de 120 000 arrières par mois, par alternant. À part ça, il y a aussi l'indemnité des tuteurs que nous prenons en charge. Et ce qui est important aussi, c'est surtout les frais de scolarité. Parce que les frais de scolarité peuvent varier d'un centre ou d'une université à une autre, et qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'arrières pendant la formation. Et là aussi, on peut prendre en charge la totalité même des frais de scolarité de l'alternant pendant son parcours. Merci pour cette clarification. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire 120 000 arrières pour vivre par mois, surtout si on a une famille à charge, c'est pas possible. Nous, en tout cas, l'ONG ATIA et l'association Cache-Casse, on est prêts à accompagner ça, même s'il faut apporter des compléments financiers au cas par cas, etc. On a des possibilités pour sécuriser les parcours. Le taux d'abandon sur l'alternance peut être très important si le stagiaire ne s'y retrouve pas immédiatement. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément de famille pour soutenir. Et ce sont des talents aussi qu'on perd. Donc nous, en tout cas, on est disposés à travailler sur des compléments liés à la santé, à la garde d'enfants, etc., pour que ces personnes-là puissent aussi profiter de l'alternance. Alors, merci beaucoup à l'ONG ATIA déjà de son engagement. Je suis désolée, mais en fait, on arrive, en termes de timing, on a petit peu dépassé. Je vous rassure, vous pourrez poursuivre les échanges informels tout à l'heure. En tout cas, je crois que nous pouvons retenir un message simple, c'est que l'alternance, ce n'est pas une contrainte administrative de plus, c'est un investissement qui est rentable, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Alors, je rappelle que les dossiers de candidature de l'appel à projet 24 restent ouverts jusqu'au 21 août. Je vous encourage vivement, si vous n'avez pas franchi le pas, à contacter dès cette semaine le département formation et insertion. Pour ceux qui sont en province et qui nous suivent en ce moment, vous pouvez contacter les responsables FMFP dans votre ville. Je tiens à remercier chaleureusement nos 6 intervenants pour la richesse et la franchise de leurs interventions. Michael Ratouvsan, Anita Ravoarmiad, excuse-moi, proche informel. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation. Merci et à bientôt.
dream.